Chers adhérents, chers amis, mesdames et messieurs, cela fait déjà plusieurs années que certains d'entre nous, souhaitaient que nous passions au tout digital, mais nous avions hésité. Nous pensions que notre grand colloque d'automne créait l'occasion de mieux nous connaître, de nous rencontrer physiquement entre gens de l'amont et gens de l'aval. Et il est vrai que cette rencontre d'automne nous avait bien souvent permis de tisser des liens plus étroits entre riverains, de la source à l'embouchure. Mais cette cruelle pandémie qui ravage la planète tout entière nous oblige à adopter cette distanciation physique au sens très large du terme, et plutôt que nous n'aurions sans doute fini par le faire, je veux croire que cela ne changera rien à l'intérêt de ce 19e colloque de notre association. Nous avons choisi comme thème cette année le fleuve, la rivière, au cœur de la ville, du village. Autant dire que nous voyons large et que nous souhaitons nous adresser aussi bien aux élus des plus grandes agglomérations riveraines de la Seine qu'à ceux des plus petites communes au bord des plus modestes affluents, et que nous souhaitons aussi aborder tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à tous les riverains. Tout le monde le dit et le répète, le coronavirus est en train de changer la face du monde. Après cette catastrophe planétaire, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et même si ce genre de prévision est généralement un peu excessive, il est évident que ce cataclysme va chambouler nos habitudes, notre vie quotidienne, notre économie, nos modes de transport, nos vacances, bref, bien des choses. Tout va changer, pour les riverains comme pour tout le monde, bien sûr. Si ce n'est qu'en observant ce qui se passe déjà, nous nous apercevons que sur beaucoup de plans, les riverains se retrouvent au premier rang de ces changements radicaux. Et que donc les élus riverains se posent des questions, et c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tous ensemble aujourd'hui. On nous dit que la pandémie, le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, le reconfinement et les menaces de nouvelles restrictions incitent d'innombrables habitants de grandes agglomérations urbaines à souhaiter quitter ces grandes agglomérations pour partir s'installer dans des villes moyennes, voire dans de petits villages, pour peu que ces villes ou ces villages, parfois oubliés, aient des attraits à offrir. En clair, la pandémie aurait considérablement accéléré un mouvement entamé depuis déjà quelques temps, ce fameux désir des citadins de retrouver un peu de nature, de calme, de douceur de vivre à la campagne pour fuir le métro, boulot, dodo de l'univers des bars, des tours, des échangeurs ou du béton. Il est évident que nos communes riveraines ont bien souvent, par définition même, des attraits considérables pour attirer ces citadins à la recherche de cette douceur de vivre. Mais sommes-nous prêts à accueillir cet exode d'un type nouveau ? Cette nomadisation des villes vers les campagnes, pour reprendre un terme des démographes à la mode, pourrait-elle permettre un développement économique inespéré dans certaines communes riveraines ? Voilà une question à laquelle il va nous falloir répondre. Autre sujet, à titre d'exemple, toujours, autre question qui se pose, le tourisme. Depuis sa création au début de ce siècle, notre association milite en faveur d'un développement du tourisme fluvial et fluvestre du bassin de la Seine, en faveur d'une valorisation de toutes nos richesses historiques, architecturales, patrimoniales, nos cathédrales, nos basiliques, nos châteaux, nos paysages, immortalisés par les plus grands peintres. Et reconnaissons qu'à part l'essor des paquebots fluviaux, dont nous nous réjouissons, mais qui n'apportent pas forcément grand-chose à nos communes riveraines, tous nos efforts n'ont pas, jusqu'à présent, apporté les fruits que nous étions en droit d'espérer. Or, là encore, la pandémie pourrait bien avoir rebattu les cartes et en faveur de nos communes riveraines. La pandémie ayant fermé les frontières et cloué au sol les avions, nos concitoyens ont soudain découvert qu'ils pouvaient parfaitement, à 2 pas de chez eux, en 1 heure, ou en 3 heures désormais, découvrir tous les charmes qu'ils se croyaient obligés d'aller chercher dans de lointaines destinations exotiques. Descendre la Seine, l'Yonne, la Marne ou l'Oise peut, sans guère de doute, mais il faut oser le dire, apporter autant de plaisir que remonter le Nil, le Gange, le Danube. Mais là encore, et là aussi, nos communes riveraines sont-elles prêtes à accueillir des foules de touristes ? Avons-nous les infrastructures nécessaires et surtout la volonté indispensable pour développer cette industrie du tourisme porteuse d'emplois ? Nous allons en parler, là encore, cet après-midi. Écologie, tourisme, urbanisme, économie. Est-ce que cet élan survivra à l'apparition d'un vaccin contre le virus ? Voilà poser quelques sujets. Je veux naturellement, en ouvrant ce colloque, remercier les membres du conseil d'administration de la Seine en Partage qui œuvrent au quotidien pour porter notre bien commun, tous nos partenaires publics et privés qui nous accompagnent parce qu'ils croient en nous, notre délégué général Pascal Dugas qui en fait s'occupe de tout, évidemment l'ensemble de nos intervenants cet après-midi et bien sûr notre fidèle Cécile Desjardins à qui je rends de ce pas la parole pour animer nos débats cet après-midi que je souhaite riches et féconds. Merci beaucoup, James. Merci pour ce mot d'introduction. On vous retrouvera de toute façon tout à l'heure en clôture.
Alors, je vais me tourner maintenant virtuellement, bien sûr, hein, vers Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, où il est chargé de l'environnement. Jean-Philippe, vous allez nous parler des liens entre la région et la riverainneté. Alors, je vous cède la parole. Oui, on vous voit. La parole est à vous. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à remercier chaleureusement James Chéron, le président de l'association, de m'avoir invité pour participer à l'ouverture de ce déjà 19e colloque de la Seine en partage. James le disait, une association qui est née au début de ce siècle, qui a passé le cap de la majorité l'année dernière et qui doit faire face aujourd'hui eh bien, à une adaptation comme nous le faisons tous dans nos vies, dans nos activités courantes, pour essayer eh bien, de faire face à une situation assez exceptionnelle. Et faire face à une situation exceptionnelle, c'est aussi se projeter sur ce que peut être le monde de demain, sur les modifications auxquelles nous aurons à faire, sur les prises de conscience qui auront peut-être lieu, en s'interrogeant aussi sur toutes les prises de conscience qu'il resterait à avoir quand on connaît les effets en termes de mortalité, de la pollution de l'air, de la pollution des sols, de la pollution de l'eau, de l'ensemble des atteintes qui sont portées à notre planète. On peut aussi s'interroger au-delà de la pandémie et de la crise de la Covid sur jusqu'où nous devrions accélérer nos changements de modèle. La Seine en partage, pour moi, c'est une association remarquable de par l'engagement qui est celui de l'association sur la sensibilisation des acteurs, la lutte contre les incivilités, la lutte contre les pollutions. Des opérations comme les Berges Seine sont des opérations absolument emblématiques. Et c'est pour tout cela que la région, depuis maintenant plusieurs années, soutient, accompagne cette association dans le cadre du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine, qui est piloté d'ailleurs par le préfet Philiseau, que je salue s'il nous a rejoint et s'il ne l'a pas encore fait, Tout à qui fait, il nous nous regarde. rejoindra tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous disais, heureux d'intervenir pour ouvrir ce colloque, évoquer le rôle de la région, parce que parler de la région Île-de-France comme parler de Paris sans parler de la Seine et de ses affluents, c'est quelque chose qui est impossible. La région, la capitale de notre pays, s'est construite, s'est développée, a prospéré, a développé son industrie, son commerce, son activité, sa culture, son économie touristique, ce qui a été évoqué tout à l'heure et qui reviendra, autour du fleuve. Et la Seine, il faut bien intégrer que c'est aussi et surtout l'accès à la mer, qu'il n'y a pas de grande métropole mondiale qui puisse se développer de manière équilibrée sans un accès à la mer, et que la Seine, c'est aussi un moyen pour nous eh bien, d'avoir accès à ce fret mondial dont 80% utilisent les voies maritimes, et c'est pouvoir avoir accès à 2 des 9 corridors de transport définis par l'Europe, le corridor mer du Nord Méditerranée et le corridor Atlantique. Donc la région est bien évidemment consciente de l'importance de la Seine pour son industrie, pour ses loisirs, son transport de marchandises, aussi bien sur les grandes distances que pour la desserte du dernier kilomètre. Et en cela, nous voulons contribuer à développer et organiser les usages en poursuivant sa restauration écologique, en œuvrant à limiter les effets du dérèglement climatique sur son fonctionnement. Nous intervenons à différents niveaux en faveur du fleuve. Nous soutenons la démarche d'observation et de valorisation des paysages de la vallée de la Seine. Nous travaillons au financement des actions de renaturation des berges et de remise en état des milieux humides pour restaurer des continuités écologiques. Je ne peux pas parler de la Seine aujourd'hui sans évoquer le contrat interrégional signé avec l'État et la région Normandie, un contrat qui n'oublie aucun des aspects de la gestion du fleuve, que ce soit en matière de gestion écologique, tout d'abord, parce que les franciliens sont attachés au projet ambitieux de renaturation que nous portons. Un certain nombre seront évoqués tout au long de cet après-midi. Et puis également sur la question de la navigation fluviale, qui est encore sous-utilisée par rapport à ce que nous pouvons espérer, à ce que nous pouvons vouloir. Le transport fluvial de marchandises, les navettes touristiques
reste encore aujourd'hui alimenté intégralement en gazole non routier. Et donc, ça nous pose l'une des questions, c'est comment, à l'approche des JO de 2024, eh bien, on accompagne, on se sert de cette manifestation mondiale comme d'une opportunité pour accélérer une transition énergétique qu'on fait sur les routes, mais qu'on doit aussi faire sur le fleuve pour aller vers des transports fluviaux qui soient propres. C'est ce que nous portons au sein de la région avec la stratégie fret et logistique régionale sur ce sujet. Nous croyons énormément et nous finançons la recherche et le développement d'activités concernant l'hydrogène, qui est pour nous un sujet essentiel, un sujet d'avenir et qui est lié au fleuve et que nous souhaitons porter. Nous souhaitons le porter aussi bien pour le transport de tourisme que pour le transport de marchandises. Et pour préparer cette intervention, on me donnait un exemple que je trouve extrêmement parlant, c'est que le passager d'une navette fluviale alimentée au gazole non routier induit 2 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le passager d'un véhicule léger neuf à parcours équivalent. Donc, l'un des enjeux qui est le nôtre quand on parle de mobilité propre, d'adaptation de notre modèle au fleuve, eh bien, c'est de faire que le même touriste qui fera une croisière le fasse sans aucune émission, hormis les émissions de vapeur d'eau issues de l'hydrogène vert. L'hydrogène, pour nous, c'est une des solutions pour réduire les émissions atmosphériques, les émissions sonores, les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement et lutter contre la pollution. Je rappelle qu'on est une région particulièrement impactée par les problématiques de pollution de l'air. Et puis, au-delà de ça, cette journée, ça doit aussi être pour nous l'occasion de réfléchir à l'aménagement de demain. James l'évoquait concernant le tourisme, concernant les aspirations de population à d'autres modes de vie, à d'autres espaces. Il faut savoir que il y a des généralités, il y a des lignes de force qui se recoupent et qui se retrouvent. Et à chaque grande pandémie mondiale, on suivi des mouvements de population avec généralement des populations aisées de secteurs extrêmement denses, cherchant à quitter les secteurs très denses urbains pour essayer d'aller vers des secteurs un petit peu moins denses. Et tous les enjeux que nous portons aujourd'hui sur la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, avec James, avec l'ensemble des élus qui siègent avec nous, c'est comment concilier cette envie et cette attente de population pour un déplacement, pour d'autres modes de vie, avec des problématiques de transport qui parfois peuvent être saturées. On a le cas le long des axes fluviaux où on a des charges particulièrement importantes. Comment est-ce qu'on le concilie avec une recherche de zéro artificialisation nette? C'est quels sont les biais de compensation quand on va ouvrir de nouveaux aménagements? Comment est-ce qu'on le concilie avec la problématique de la protection contre les inondations? Ça veut aussi dire travailler sur les capacités d'absorption, sur les capacités de renaturation du fleuve. Tous ces sujets-là, eh bien, c'est les sujets qui vont profondément marquer année après année notre région, l'Île-de-France, pour les 20 années qui viennent, et savoir eh bien, qu'aujourd'hui, la Seine en partage réunit un aussi beau panel d'intervenants pour réfléchir sur le sujet, eh bien, c'est une très belle chose. Merci à vous tous, acteurs passionnés qui travaillaient pour la vie du fleuve. Merci au président et au conseil d'administration, ainsi qu'aux organisateurs qui ont bravé les difficultés techniques pour rendre cette journée possible. Et je vous souhaite à toutes et tous de très beaux échanges.